L'UX design prend une place plus importante que l'on imagine. Non seulement elle a un impact sur des parcours, des produits, dans la vie numérique, dans la vie réelle, mais aussi sur les marques. Spécialisé dans le branding, Jonathan va vous expliquer comment l'UX design influence de plus en plus le branding, donc l'âme des marques. Bienvenue dans Design Plus, bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Alors voilà, vous êtes en train d'écouter le 101e épisode de Design Plus. Eh oui, c'est complètement fou. Franchement, je ne pensais pas avoir autant d'épisodes dans ce podcast et surtout autant d'interviews et autant de personnalités qui sont venues partager leurs méthodes, leurs connaissances, leurs inspirations. Alors, merci à vous toutes et à tous qui écoutez ce podcast, à vous qui êtes abonnés sur votre plateforme d'écoute, mais aussi un très grand merci à tous ces invités avec qui j'ai échangé ces derniers mois, ces dernières années. Ça a été un vrai grand plaisir de partager ces moments de podcast avec vous. Et si vous aimez ce podcast et que vous voulez continuer à l'écouter, que vous voulez le soutenir, alors passez à un abonnement premium. Actuellement, je propose 2 forfaits qui sont accessibles à tous. Et aujourd'hui, je voudrais remercier 2 nouveaux abonnés qui sont 2 nouvelles. C'est Yugudu Ba et Olivia Duteil qui ont choisi le forfait Design Plus Premium. Merci à vous deux de soutenir Design Plus. Et pour souscrire à un forfait Design Plus Premium ou Design Plus Super Premium qui vous donne de super pouvoirs, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour vous abonner maintenant. Allez, on commence tout de suite cet épisode. Salut Jonathan, comment vas-tu ? Écoute, très bien, et toi-même ? Je te remercie, oui, ça va. D'abord, pour commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît ? Oui, alors déjà, je suis très content d'être interviewé dans ce podcast, un podcast que j'écoute très régulièrement. Et moi, je suis Jonathan Gilbert, je suis cofondateur du studio Gilbert Wilson, qui est un studio spécialisé en branding. J'ai une expérience de plus de 10 ans dans des grandes agences de branding. Et aujourd'hui, nous sommes un studio qui dessine l'âme des marques avec sens, créativité et efficience. Ce qu'on raconte, c'est que pour que les marques se démarquent, nous créons des univers émouvants, cool, sexy, sympas. Et ces émotions, nous les faisons vivre partout, tout le temps. Et on appelle ça le design global. D'accord, ok. Donc ça veut dire que votre agence, ça fait combien de temps que 10 ans, c'est ça, que Gilbert Wilson a été créé ? Non, moi j'ai plus de 10 ans d'expérience, presque une quinzaine d'années en agence de branding, et Gilbert Wilson va avoir 5 ans là. D'accord, ok. Et vous êtes combien dans cette agence ? Alors on est 2 cofondateurs, et après on a 3 employés, et 3 employés. On a 2 très proches et un alternant, et après on a un petit écosystème de freelance avec qui on travaille très régulièrement. D'accord. Et l'agence est située où ? Alors, on est à Paris, on vient d'avoir une succursale à Marseille. D'accord, ok. Est-ce que, avant d'introduire le sujet, j'aimerais bien savoir pourquoi tu voulais aborder le sujet ce sujet-là et de quoi on va parler en fait dans l'interview aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en fait, on va pas parler d'UX technique ou très purement, mais en fait, on va prendre un peu de hauteur par rapport à l'UX. On va élargir un peu le sujet
Et moi, je vais pouvoir parler des marques et du branding, mais du rôle de l'UX dans le branding. Et en fait, ça me paraissait pertinent, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, l'UX, elle guide pas seulement l'utilisateur, elle va surtout driver le positionnement des marques. Donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment l'UX arrive à définir le positionnement des marques. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passait avant et c'était quand avant aussi, s'il te plaît? Ouais, en fait, avant, ce qui se passait, c'est quand une marque voulait paraître digitale, on leur conseillait de rajouter un .com. Simplement. Parce qu'en rajoutant un .com, un .fr à la fin de leur logo, on comprenait que c'était des acteurs digitaux. Donc, ça facilitait pas mal la perception. En fait, en ajoutant un simple .com, les gens comprenaient directement que c'était une marque digitale et pas besoin de dire, par exemple, Carrefour, vos courses en ligne ou blablabla, vos voitures en 3 clics. On pouvait passer d'autres types de messages, par exemple, Carrefour, faites-vous livrer quand vous voulez. Ou Hertz, louez une voiture près de chez vous. Le fait d'ajouter le .com, en fait, permettait de rajouter d'autres types de messages. Et le discours permettra du coup un message plus long et le .com sous-entend que la marque est digitale avec une expérience efficiente. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, toutes les marques sont sur le digital, donc on conseille pas spécialement aux marques d'ajouter un .com ou un .fr, mais on leur conseille d'autres choses. D'accord. Donc, en préparant l'interview, tu voulais me parler d'un point important qui s'appelle le blending. Ça s'appelle B-L-A-N-D-I-N-G. Et d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le blending et depuis quand ça existe, s'il te plaît? Oui, alors pour moi, c'est important de revenir au blending parce que, en fait, les marques, avec le digital, elles ont voulu s'adapter d'un point de vue marque, d'un point de vue communication. Les devices ont été différents, iPhone, iPad, ordi, même télé, etc. Donc elles ont voulu s'adapter. Donc en 2019, nous voyons arriver une nouvelle tendance, celle qu'on a appelée le blending. Le blending, c'est simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fade, sans goût. Et les créateurs de cette tendance sont pourtant des entreprises connues. Ce sont Google, Spotify, Pinterest. Et en fait, on va voir que ces logos, ces marques ont pris des typographies sans empattement. Elles ont laissé place à des logos plus épurés. Elles ont simplifié toutes leurs marques pour s'adapter aux différents devices, pour s'adapter au digital. Donc en 2019, quand nous voyons la naissance du blending, on a vu en fait des marques qui étaient très less is more, très épurées, avec une très grosse adaptabilité, des polices sans sérif, en majuscule, un interlitrage rigoureux, la priorité au monochrome ou à la bichromie, pour être très pur en digital, très ergonomique, et une communication en lettres de phrases simples, courtes et efficaces. Donc adapté au digital, c'était bien, c'est très bien même, mais c'était un passage excessif, soudain, avec une vision court-termiste, car toutes les marques se sont mises à se ressembler et à s'uniformiser. Quand il y a eu ce rebranding des marques pour le digital, en fait, elles se sont mises à toutes se ressembler, et en fait, ce comportement, ce rebranding à l'époque, il a été un peu extrême et un petit peu soudain. D'accord. Et tu peux nous donner un exemple, par exemple? Ouais, un exemple très connu, c'est Yves Saint Laurent. Tout le monde connaît son monogramme composé du Y, du S et du L. La marque a été, il y a eu même un renaming sur le digital, ça s'appelle Saint Laurent. Et ils ont simplifié, donc la typo à empattement, qui avait un super bel héritage, qui avait une forte notoriété. Et là, on se retrouve avec un logo Saint Laurent, avec une typo sans empattement, une sérif simple, un interlettrage élevé, comme l'ont fait beaucoup de marques. Donc on perd vraiment en différenciation. D'accord. Tu penses qu'aujourd'hui, toutes les marques sont passées par ce blending, par ce positionnement?
Grâce au forfait Design Plus Premium, vous pouvez écouter tous les épisodes plusieurs heures avant la diffusion publique. Retrouvez toutes les informations dans la description pour devenir un membre exclusif du podcast. Alors aujourd'hui, en fait, on y revient un peu. En fait, comme je te disais, le blending et cette adaptabilité au digital, ça a été un mouvement très excessif, une réponse rapide des marques pour s'adapter au device, mais du coup, ça n'a pas été maîtrisé. Donc aujourd'hui, on y revient. Et la tendance du blending va se calmer par nécessité. Parce que les marques vont devoir être plus audacieuses et plus singulières pour se démarquer sur le digital. Et pour que les marques marquent, il faut qu'elles se démarquent. Donc elles doivent trouver un bon équilibre entre digital et entre leur héritage, leur ADN. Donc cette notion de blending, elle concerne principalement des marques ayant une présence digitale forte, mais quasiment toutes les marques de luxe y sont passées. Donc j'ai cité Yves Saint Laurent, mais il y a aussi Berluti, Balmain, Balenciaga, etc. Par contre, il y a les marques plus artisanales. Elles ont été moins touchées. Elles sont pas allées vers cette tendance-là. Elles sont allées vers des tendances qui vont prôner le no design, comme Aesop, pour mettre en avant plus leurs produits. Il y a des marques qui ont mis plus en avant l'authenticité, le savoir-faire, le côté artisanal. Et du coup, elles sont perçues comme des marques plus ancestrales avec un fort héritage, alors que ça peut être des jeunes marques. Et c'est là que c'est confusant. Alors que des marques avec un fort héritage, comme Yves Saint Laurent, perd son héritage pour le digital. Donc c'est un peu aberrant, mais c'est ce qui s'est passé en 2019. D'accord. Et juste, je conclus comme ça, en fait, c'est que les communicants ont sonné un peu la sonnette d'alarme, étaient un peu choqués de cette uniformisation du design en 2019. Et c'est comme ça qu'ils l'ont nommé blending, c'est les designers, les communicants. Et aujourd'hui, on revient à des choses plus équilibrées, avec comme porte-étendard Burberry, qui revient de faire son branding, et qui vient de revoir sa nouvelle identité en s'inspirant de leur héritage. Donc vous pouvez voir qu'il y a le cheval, l'étendard, il y a des codes plus héritage qui reviennent, plus forts, une typographie plus chiadée. Et mine de rien, ça permet à la marque de se différencier et à créer un peu plus de proximité avec son audience. D'accord. D'ailleurs, Jonathan m'a fourni un lien que je vous mettrai en description qui parle justement de la nouvelle identité de Burberry. Et d'après toi, pourquoi les marques les plus artisanales ou moins grandes, on va dire, ou moins connues, comme YSL ou d'autres, ont préféré prendre le virage du no design ou de parler différemment par rapport à des grandes marques. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles sont parties vers un autre chemin? En fait, il y a des marques qui ont pris un autre chemin, qui ont vraiment voulu mettre leurs produits en avant, plus que la marque. Donc, c'est-à-dire qu'ils en avaient marre des marketeurs, on va dire, ils en avaient marre d'un design trop poussé, donc ils ont fait des designs extrêmement minimalistes, qu'on a appelé le no design, D'accord. pour mettre vraiment en avant leurs produits. C'est un peu comme dans les restaurants, dans les restos du fooding, bistronomique. On n'y va pas pour des nappes blanches, pour des fleurs fraîches, on y va pour ce qu'il y a dans l'assiette. On va essayer de prendre que tout le prix soit pour la qualité du produit et la qualité du savoir-faire du cuisinier. Mais grosso modo, on a toujours des murs un peu déchiffrés, des tables en bois, une assiette sympa, mais l'important c'est ce qu'on mange et pas trop le décor. Alors que dans un gastro, on paye les fleurs fraîches pour avoir 3 étoiles par exemple. Il faut avoir des fleurs fraîches à table. Il faut une nappe blanche qui soit bien plate, bien nettoyée, bien nickel. Donc voilà, on paye aussi pour le décor. Alors certains ont mis le design, on va dire, en créant du no design, pas de côté, mais on va dire avec une très grande épure pour mettre en avant leurs produits. D'accord, ok. Et aujourd'hui, alors, tu considères que l'UX et le CX ont une grande influence sur le branding. Et peux-tu nous expliquer, nous donner un exemple, s'il te plaît? Oui, en fait, les marques, elles ont compris l'importance des conceptions qui sont centrées sur l'utilisateur, centric client même, de manière plus générale. Les startups ont créé ce mouvement il y a depuis 15-20 ans.
Et en fait, ces conceptions, c'est l'UX et le CX. Alors l'UX, vu l'audience, les gens savent ce que c'est. C'est une expérience de l'utilisateur face à un produit ou un service, ça c'est l'UX. Mais l'autre, le CX, les gens le savent un peu moins. Le CX, c'est l'autre expérience client. Le CX, ça désigne toutes les interactions d'une personne avec une marque. Donc, ça peut être plein de points de contact, plein d'interactions différentes. Et c'est comme ça qu'on va créer, en fait, des petites touches un peu sympas entre le client et sa marque. C'est grâce à un bon CX. D'accord. Un exemple, par exemple, de rebranding réussi avec une bonne CX et un bon UX, c'est celle de Back Market. Au début, Back Market, ils avaient un très bon market fit, un site nickel, bien pensé, un bon e-commerce, mais c'était assez basique, ça procurait aucune émotion et ça ne prenait aucune valeur. Donc on peut dire que leur service était client-centrique, avec un site avec une bonne UX, une bonne ergonomie, mais par contre, leur CX, leur Customer Experience, était pourri, vraiment pourri. On n'avait aucune sympathie pour la marque à ce moment-là. C'était bien parce que c'était quand même pas mal, parce que c'était un bon e-commerce, on va dire que l'UX était bonne, mais par contre, on se sentait pas engagé à côté de cette marque. Et en fait, à un moment, ils ont travaillé leur marque, ils ont travaillé leur positionnement, ils ont travaillé leur identité visuelle, et ils ont retravaillé, forcément, leurs produits, leur e-commerce. Donc, avec leur nouveau rebranding, maintenant, aujourd'hui, quand tu achètes un iPhone chez eux, tu as l'impression de sauver la planète, d'une certaine part. Ils sont positionnés un petit peu comme des pirates qui défient les géants de la tech, et en faisant de l'upcycling. Donc, on a la puissance de Apple, mais en même temps, on est écolo. Donc ça crée un sentiment d'appartenance assez fort. Donc le client sent appartenir à cette communauté qui recycle la tech et qui est donc écolo. Donc ça, c'est une super expérience. C'est là que l'expérience du client avec son interaction avec la marque est hyper importante. Donc ça, c'est un rebranding vraiment réussi. Et aujourd'hui, ils explosent pas mal aux États-Unis, en Europe évidemment, etc. Mais aujourd'hui, c'est c'est devenu vraiment un porte-drapeau de l'upcycling de tous les objets tech. D'accord. Ok. Et depuis quand ils ont retravaillé sur leur rebranding, sur leur communication? Alors ça, je pense qu'au début, ils ont testé leur marché, ils ont fait un bon e-commerce, les ventes marchaient bien. Je pense que, je dirais 3-4 ans après, ils ont travaillé avec des grosses agences sur leur positionnement, ce positionnement qui est assez audacieux, qui est porté par les dirigeants aussi. Et ils ont fait ce rebranding 3-4 ans après, on va dire qu'ils aient acquis une forte notoriété, quoi. Et en fait, ils ont bien compris que toutes les interactions qu'ils ont avec leur audience est très importante. Donc, par exemple, leur site, il est changé, mais même, évidemment, mais après un mail de validation, c'est un point de contact important. Il faut pas être juste didactique dans ce mail de validation. On peut aussi y faire passer un message sympa, une petite blague, un peu de convivialité et de proximité. Il faut un profil cool, des messages un peu directs, un peu friendly. Mais en fait, un simple mail de validation va créer un peu de sympathie pour la marque. Et en fait, c'est la qualité de l'ensemble de ces interactions qui va permettre à la marque d'atteindre sa cible forcément, mais de créer vraiment de la sympathie pour la marque et de fidéliser son audience. Par exemple, un contre-exemple, c'est Doctolib. Le site est bien, l'expérience est bien, mais il n'y a aucune expérience de sympathie. Personne va acheter un t-shirt avec écrit Doctolib dessus, quoi. Oui, et en même temps, la destination ou comment dire, la destination, je dirais qu'ils sont rattachés plus au monde médical qui peut paraître un peu froid, etc. Et une expérience un peu froide d'après ce que moi comment je l'utilise, etc. aussi. C'est peut-être aussi ça le message voulu par Doctolib, je sais pas. Peut-être qu'ils veulent aussi, c'est peut-être aussi qu'ils veulent rester en retrait, en fait, je sais pas. C'est une possibilité, en tout cas c'est réfléchi. Mais un message de bon courage ou soignez-vous bien grâce au docteur que vous venez de consulter, c'est toujours sympa, tu vois.
C'est sûr qu'il y a des cas plus graves que d'autres, mais il pourrait quand même avoir des messages encourageants, des messages est-ce que ça s'est bien passé, il pourrait y avoir un peu plus de sympathie ou plus d'humanité qu'une simple plateforme de réservation de médecins. D'accord. Donc Oui. tout ça, c'est à réfléchir, mais en fait, ça créera déjà une communauté plus forte et ça va créer, la marque, elle va avoir une puissance immatérielle hyper forte. Les gens vont se mettre à adorer Doctolib. Donc aujourd'hui, ils l'aiment bien parce que ça simplifie la réservation. Mais c'est tout, quoi. Alors que la marque joue pas son rôle à 100% encore aujourd'hui. D'accord, ok. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que c'est une plateforme que tout le monde utilise aujourd'hui en France, que ça soit via le téléphone ou via une application de réservation. Et c'est intéressant d'écouter ce que tu dis là. Donc ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que là, c'est UX et CX. On voit bien que l'UX de Doctolib, elle est très bonne, mais le CX, l'expérience consommateur, elle est pas si bonne. Elle est pas si sympathique, pas si humaine, pas si... on aimerait bien que ça soit comme si c'était un docteur qui nous parle et qui nous conseille, un docteur sympa, tu vois, quand il nous parle. Avec proximité, sérieux, mais quand même beaucoup d'humanité. Le rôle d'un médecin, c'est quand même d'être à l'écoute, etc. Donc il pourrait quand même faire passer ce type de message. Ouais, mais Donc, j'ai pas analysé ni le marché, ni leur audience, ni leur ADN, mais de manière instinctive, c'est ce que je leur conseillerais. D'accord, ok. Et donc, pour toi, Jonathan, est-ce que l'UX, c'est vraiment un facteur différenciant ? Grâce au forfait Design Plus Premium, vous pouvez écouter les épisodes en intégralité. Retrouvez toutes les informations dans la description pour devenir un membre exclusif du podcast. Donc oui, pour moi, l'UX, c'est un facteur très différenciant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde une affiche, par exemple, ou une publicité, ou une pub en ligne ou n'importe quoi, il faut qu'on comprenne directement que la marque, elle soit digitale et que l'ergonomie va être à la hauteur du marché. Donc ça, c'est très important. Après, il y a un Américain qui s'appelle Michael Joniak qui a fait une interview dans Forbes et qui dit, bon, désolé mon accent anglais, mais qui dit UX is a brand differentiator. Donc, en fait, grosso modo, il dit que les marques sont trop focus sur leurs produits, leur acquisition, mais pas assez sur la marque. Et ce qui est intéressant à retenir de son interview, c'est que l'UX design doit avoir une double fonction. Celle de se différencier du bruit, donc du marché, tout en servant à convertir et à être ergonomique. Et donc, la décision d'acheter un produit s'explique en partie de manière rationnelle. J'ai besoin d'acheter cet objet, je l'achète. Ce produit est en promotion, je l'achète. Ça, c'est la part rationnelle. D'accord. Mais la fidélité à une marque va relever beaucoup plus de l'émotionnel. Il faut réussir à traverser un funnel qui va créer de l'émotion pour les clients, pour que les clients deviennent ambassadeurs et pour que les clients reviennent sur son site. Donc, ça va être un équilibre entre, bien évidemment, une bonne UX, mais aussi une expérience sympathique. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'écouter également l'épisode que j'avais fait avec Héloïse Bonan, qui parlait justement du MLP et qui parlait également donc d'émotions dans les parcours, que effectivement ça rejoint ce que tu dis, que effectivement les utilisateurs n'ont plus aujourd'hui besoin que d'une bonne UX, mais aussi de revenir sur la marque. Et ce qui différencie un parcours A d'un parcours B, c'est en fait, ou d'une marque A ou B, c'est l'expérience et surtout l'émotion que tu vas trouver, que tu vas avoir avec le produit et souvent la marque ou les parcours. C'est ça. Alors aujourd'hui, quel positionnement en fait les marques doivent avoir alors ? Un bon positionnement, ça va être une marque qui va trouver l'équilibre. Pour un bon positionnement, nous on a une méthode qui est assez claire. D'une part, il faut être différenciant par rapport au marché. Donc ça c'est sûr, il faut étudier le marché, la concurrence, que ça soit dans son secteur, mais même c'est bien d'étudier d'autres secteurs. Et par rapport à ce marché, il faut être différenciant. Différence.
Après, il faut évidemment comprendre à qui on s'adresse, comprendre son audience, et taper un peu juste. Il faut aussi savoir d'où on vient, donc son ADN, ses valeurs, sa mission, sa vision et sa raison d'être. Et en fait, par rapport à ça, on va pouvoir créer un positionnement intelligent. Donc, il faut, de par son ADN, de par d'où on vient, être différenciant par rapport au marché pour atteindre son audience. D'accord. Et donc, si on a ce savant équilibre, en fait, ça va créer de l'émotion. Et l'émotion, ça peut être plusieurs choses, ça peut être plein de choses. Mais l'important, c'est de créer de l'émotion, de la sympathie. Ça peut être un langage convivial qui va créer de la proximité. Ça peut être de l'identification à une communauté. Ça peut être un style de vie. Ça peut parfois être rassurant, parfois être très sérieux, parfois être engageant et engagé. Ça peut être une marque qui prend soin de nous à travers son produit, son expérience. Ça peut être à travers l'humour. Ça peut être à travers plein de choses. Mais c'est comme en fait, quand on aime quelqu'un, il y a des gens avec qui on fit naturellement. Il y a un fit qui se passe. Tu vois, on peut pas l'expliquer, mais au final, ça va être par rapport à des détails. Il a les mêmes habits, les mêmes chaussures. Il m'a fait une petite blague. Et tous ces petits trucs vont faire que je fit avec cette personne. Alors qu'il y a des personnes qui viennent bien sur tout rapport, qui vont être habillées très propres, qui vont être gentilles, etc. Mais avec qui ça va pas du tout fitter. Alors que quelques petits détails vont faire que ça fit et qu'on va vraiment apprécier cette personne. C'est pareil pour les marques. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une marque qui a réussi cet équilibre, s'il te plaît ? Ouais, je vais vous parler d'un rebranding qui est sorti le 10 mai 2023, donc il y a pas longtemps. C'est le rebranding de Litchi. Litchi, c'est une cagnotte en ligne. Ils ont réussi à simplifier la cagnotte. La marque avait créé un nouveau paradigme en digitalisant la récolte d'argent. Donc bon, ça c'était avant. Litchi connaît même maintenant une très forte notoriété, parce que 65% des Français connaissent Litchi. D'accord. Mais c'était une marque vieillissante. Elle a fait face à un marché hyper concurrentiel. Il y a des fintechs comme Lydia et d'autres qui ont permis de faire des cagnottes en ligne et en plus gratuites. Gratuites, même si elles se servaient de ces cagnottes pour faire de l'acquisition client, elles étaient quand même gratuites. Donc, ils ont fait face à ce marché-là. Donc, la marque a dû quand même se repositionner, changer, évoluer. Alors, Jonathan, pourquoi, d'après toi, et comment Litchi, c'est un bon exemple ? Alors, c'est un bon exemple, car ils ont réussi simplement l'équilibre entre UX et CX, entre l'émotion et l'ergonomie. Ils ont réussi ce pari-là. Et aussi, pour plusieurs choses, car le lancement du nouveau produit a été accompagné par le rebranding. Ils n'ont pas refait leur site et leur rebranding avant, ou leur rebranding avant et le site après. Ils ont tout lancé en même temps, ça c'est plutôt bien pour eux. C'est aussi un bon exemple car il y a une idée forte à travers ce rebranding dans l'identité visuelle. C'est celle d'ajouter 2 points à la fin du logo. Ces 2 points, ça souligne leur nouveau positionnement. C'est l'ouverture au monde. 2 points, et derrière il se passe des cagnottes, donc il se passe des histoires, il se passe plein de choses. 2 points, mettre la marque avant 2 points, c'est aussi une posture d'humilité. La marque, elle est pas en majuscule, tout en minuscule. Donc ça, c'est bien, en fait, c'est les gens qui rassemblent leurs sous, qui créent des cagnottes, donc qui créent des histoires, qui vont soutenir une cause, qui vont avoir il y a beaucoup de cagnottes très solidaires, etc., très engageantes. Donc c'est aussi, ce rebranding, cette identité visuelle du simple logo, c'est aussi une posture d'humilité. Et aussi, les 2 points, c'est la simplification des fruits, des litchis. Donc les 2 petits litchis qu'il y avait avant, ils sont transformés en 2 points, qui synonyme l'ouverture. Donc voilà, ça c'est un bon exemple. D'accord, ok. C'est intéressant parce que j'étais en train de regarder en même temps, je connaissais pas du tout la nouvelle identité. Et effectivement, c'est plutôt sympa et bien réussi. Et d'après toi, comment comment a-t-on réussi à repositionner la marque en fait ? En fait, les cagnottes en ligne, elles ne servent plus
que pour un anniversaire ou un pot de départ. Les cagnottes, elles vont aujourd'hui servir à soutenir des causes plus grandes, à combattre, certaines choses, à relever les grands défis de demain. Et la nouvelle identité devait refléter cette dimension. Donc le nouveau positionnement est donc forcément plus bienveillant, il est plus solidaire. Les cagnottes servent à relever les grands et les petits défis de demain. Et après, vous allez me dire comment être solidaire, comment être bienveillant, comment être plus humble, tout en étant ergonomique. C'est un peu humain, le côté humain vs technologique. Donc c'est ça qu'il fallait réussir à faire, c'était ça le défi un petit peu. Et cette nouvelle identité, elle est à la fois ergonomique et elle allie à un territoire de marque très humain. Le territoire de marque, il va s'exprimer à travers des photos qui sont hyper naturelles, hyper authentiques. C'est pas des visuels publicitaires trop travaillés. Et grâce à cette photothèque iconographique, Litchi réussit à transmettre des valeurs de solidarité, de bienveillance, d'insouciance à travers des visuels hyper réalistes, très poétiques. Comme je disais, ils sont pas publicitaires, ils sont quasiment photojournalistiques, c'est presque du documentaire en fait. Donc ça, c'est un côté très authentique, très humain. D'accord. Et c'est vrai que c'est comme tu dis, voilà, c'est des photos plus basées sur l'humain plutôt que la technologie. Et effectivement, la plupart des photos, on voit des hommes ou des femmes ou des regroupements d'hommes et de femmes. Et où je vois, il y a des choses sur la solidarité, etc. Et voilà, c'est des photos qu'on trouverait certainement pas dans une médiathèque qu'on peut trouver, dans une photothèque qu'on pourrait trouver en ligne, effectivement. Et pourquoi elle crée de l'émotion alors ? Grâce au forfait Design Plus Super Premium, vous pouvez poser vos questions aux invités. Retrouvez toutes les informations dans la description pour devenir un membre exclusif du podcast. En fait, ces photos, elles sont évidemment remplies de sens, de poésie, et quelque part, elles nous touchent. Déjà, elles nous touchent parce qu'on n'a pas des illustrations comme utilisent toutes les startups, qui peuvent illustrer tout et n'importe quoi, qui sont un peu relous. Elles vont nous toucher car on s'y reconnaît. Et en plus, c'est pas non plus des photos de banque d'images trop parfaites, avec les dents trop blanches, une lumière trop chiadée. On ressent quand même plus de proximité. En fait, on a l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là, quoi, en regardant ces photos. Donc le territoire visuel, il a été hyper mis en avant, et le design, il est assez minimaliste, et il laisse la place à la photo, il laisse place aux émotions, du coup. Mais de l'autre côté, on a cette identité visuelle qui est très ergonomique. Donc nous avons, comme je le disais, ajouté 2 points au logo pour marquer cette ouverture au monde et ouvrir une histoire, ouvrir un projet, ouvrir une cagnotte. On a une typographie d'accompagnement qui est une Google Font, qui du coup a une super adaptabilité digitale. Et celle-ci, contraste avec celle du logo qui a plus de caractères, plus de singularité. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une typo d'accompagnement qui soit, peu importe en fait le navigateur, peu importe l'usage, elle va s'adapter. Mais par contre, d'avoir un logo qui va quand même avoir du caractère, qui va quand même avoir de la singularité, qui va refléter un héritage, qui va refléter un ADN, qui va se différencier par rapport au marché. Ça, c'est assez important. Avoir un logo avec une Google Font, pour moi, c'est un vrai problème de marque. Après, l'efficience de la marque aussi, elle se ressent donc à travers cette épure typographique, à travers bien évidemment un nouveau site qui est plus épuré, plus visuel, et une expérience extrêmement fluide et ergonomique. Et en fait, pour ça, nous avons travaillé, nous, avec l'équipe produit, pour peaufiner la charte graphique, qu'elle soit vraiment optimale sur le digital. Et ça, cette co-création, elle était marrante, parce que nous, on a posé... pour moi, elle est vraiment intéressante. On a posé les bases du rebranding et avec les équipes produits, on a pu ajuster à la marge un petit peu les couleurs pour qu'elles contrastent vraiment. On a pu ajuster quelques petits détails qui font que l'ergonomie est encore mieux. Donc voilà, à travers des visuels authentiques, une expérience fluide
des messages à la fois bienveillants et digital font de Litchi, aujourd'hui, le leader français des cagnottes. On repositionne Litchi en tant que leader grâce à cette nouvelle expérience et cette nouvelle marque. D'accord. Donc, on comprend que effectivement, c'est votre agence, ton agence qui a travaillé dessus, c'est bien ça, hein ? Oui. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire combien de temps vous avez travaillé sur ce nouveau branding, cette nouvelle identité, s'il te plaît ? Alors ça a pris du temps parce qu'il y a quand même une partie stratégique qui prend quand même du temps, qui prend 1 mois et demi, 2 mois en moyenne, sur lesquels on réfléchit à la bonne stratégie, au bon positionnement. Mhm. Après, il y a quand même une étape où on traduit visuellement cette stratégie. Nous, on passe par une étape de mood board qui est assez importante. C'est pas une planche de mood board, c'est une présentation d'une 60aine de slides où on itère sur différents mouvements graphiques qui sont bien entendu en adéquation avec la stratégie. Et après, il y a une phase de création de plusieurs pistes. Et à partir de là, on fait un choix, on itère et on améliore petit à petit la charte. Et la charte graphique, après, on l'a co-affinée, co-créée avec les équipes produits pour vraiment être sûr qu'on ait une efficience maximum sur le site. D'accord. Donc, ça vous demande un total de combien ? C'est quoi ? 6 mois environ. 6 mois, c'est ce que j'allais dire. 6 mois, et eux, après, eux, ils ont attaqué le travail produit, qui a été assez long, parce qu'ils ont quand même des millions d'utilisateurs. Donc, il y avait d'un point de vue tech, c'était assez complexe, ça a pris du temps, donc au final, le rebranding, la refonte du site, plus ce rebranding, ça a pris quand même pas mal de temps. D'accord, ok, oui, normal. Après, on peut accélérer, on peut faire les choses plus rapidement, ça va dépendre de la marque, où elle en est, etc. D'accord. Et donc, Litchi, j'imagine qu'effectivement, le rebranding a été fait aussi bien sur la partie digitale que communication, print, etc., etc. Exactement. Que ce soit en pub, en métro, en affichage, en télé. Même leurs locaux sont repeints avec les nouvelles couleurs, etc. Donc tout y est. D'accord. Et vous, en tant qu'agence, vous avez travaillé sur vraiment toute la partie branding du site, communication, pub. Et alors nous, pas sur le site. Le site, ils ont des équipes produits en interne, donc ils ont des UX, UI et des tech. Ça, c'est eux qui l'ont fait. Par contre, avec eux, on a affiné, comme je disais, la charte pour être sûr que après, quand ils allaient décliner cette charte sur le site, que ça soit vraiment nickel. C'est ce qui s'est passé. La transition, en fait, a été douce et a été vraiment acceptée par les équipes produits. La charte n'a pas été une contrainte pour eux, mais elle a été bien accueillie, au contraire. D'accord, ok. Et donc, aujourd'hui, quelle conclusion tu en tires alors ? Moi, j'en tire qu'en fait, il faut trouver le bon équilibre pour avoir une marque attrayante et une expérience fluide. Il faut pas tout miser sur l'ergonomie, il faut pas tout miser sur la marque non plus, il faut juste trouver le bon équilibre. Donc, au début, quand on est un peu perdu, on dit qu'il faut faire un MVP sur son site, mais on pourrait aussi faire un minimum brand value, quoi. Donc, il faut réfléchir, il faut pas mettre la marque de côté en se disant on va se focus sur notre site et sur l'acquisition. Il faut réussir à réfléchir tout en même temps, même si c'est le minimum possible au début. D'accord. Et ça, par exemple, minimum brand value, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui ou que vous proposez ou Alors, au début, on a accompagné pas mal de startups sur ça. Aujourd'hui, on travaille quand même plus avec des marques établies. Quand on travaille avec des marques qui ont ce besoin-là, en fait, on va placer la marque dans la globalité. Donc, avec un premier step, en étape 1, on va avoir le minimum, ça va être ça, mais l'étape 2, ça va être ça, et l'étape 3, ça va être ça. Comme ça, il y a un accompagnement de la marque qui se fait sur 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans, et on sait où on va d'entrée, en fait. C'est pas, on commence avec ça, puis on réfléchit après dans 6 mois, et puis la marque, elle évolue bizarrement. Il faut qu'il y ait une réflexion globale qui nous donne, qui nous trace le chemin, et puis après, étape par étape, on y va en fonction d'un plan. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que quels enseignements tu en tires aujourd'hui alors ?
Alors moi, par rapport à Litchi, je pense que la bonne conclusion, c'est que les équipes brand des produits, elles doivent plus co-créer, plus collaborer, pour faire vivre aux consommateurs un maximum de kiff et pour créer des belles marques, quoi. D'accord, ok. Est-ce que, contrairement à l'expérience réussie avec Litchi, est-ce que aujourd'hui, toi, tu connais des exemples de branding qui sont ratés ou qui ont eu quelques problèmes, en fait, s'il te plaît? Ouais, alors il y a plein d'exemples. C'est assez facile d'en trouver sur Internet. Mais pour moi, celle que j'ai en tête, les plus récents, pour moi, c'est la mascotte des JO, là, la Frige, qui personnellement, moi j'aime bien, mais qui a été très mal perçue par sa forme trop clitoridienne, sa fabrication en Chine, son dessin un peu trop enfantin, etc. Bon, moi je l'aime bien, en plus c'est une agence qu'il a fait, que je porte dans mon cœur, qui s'appelle W, avec un très bon directeur de création qui est cofondateur, Gilles Deléris, qui porte toute l'identité des JO à corps de bras, c'est un sujet qu'il adore. Et donc la Frige, je l'aime bien, mais elle a été attaquée par le grand public. Un autre branding qui me vient aussi à l'esprit, qui a été mal perçu, pas raté, mais mal perçu, est celui du slip français. Ça, c'est un confrère aussi d'une agence qui s'appelle Abmo. Et en fait, les gens n'ont pas aimé les couleurs, les symboles, l'identité qui incarne certainement mal la vision du slip français, qui est faire du Made in France. Donc voilà. En tout cas, de par ces deux exemples, la communauté, elle a réagi négativement. Et je pense peut-être qu'il aurait fallu plus d'écoute, être plus en lien ou plus en co-création avec cette audience-là, cette communauté-là, faire attention, ça ne veut pas dire voter pour tel ou tel logo, hein, mais comment on peut réussir à co-créer avec sa communauté, histoire que quand ça sorte, on prenne pas un tarjon, quoi. Et le slip français, qui est une marque très communautaire, ils auraient pu quand même interviewer peut-être un petit peu plus via Instagram, via TikTok, leur faire le choix des couleurs, leur faire apparaître le logo petit à petit, bien leur expliquer, etc. Mais globalement, les rebrandings ratés, c'est pas que le rebranding a été raté, mais c'est souvent que l'évangélisation, la pédagogie de ce rebranding a mal été expliquée. Donc souvent, les marques n'ont pas assez accompagné cette transformation, que ce soit une transformation de nom, d'identité. En fait, il faut réussir à faire de la réassurance et expliquer pourquoi on change de nom, pourquoi on a fait cette mascotte, pourquoi on change d'identité visuelle. Si généralement, on n'est pas trop charrette et la marque fait bien cette transition douce, tous les rebrandings se passent bien. D'accord, c'est intéressant ce point de vue. Et aujourd'hui, il y a pas mal de changements qui se sont passés il y a ces derniers mois. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce qui se passerait par exemple dans 10 ans, ou comment toi t'imagines dans 10 ans entre UX et branding, s'il te plaît? Ouais, c'est une bonne question. En fait, avec l'arrivée des IA, les marques vont pouvoir créer du contenu plus facilement. Les marques vont donc être plus bavardes, elles vont devoir donc se différencier avec des marqueurs forts, des couleurs, des mascottes, des prises de parole, des idées. Et aujourd'hui, les marques sont vraiment trop focus sur leurs produits et délaissent la marque. Donc les marques de demain doivent penser leur CX en amont, en même temps que le produit, d'un point de vue du marché. Donc il faut vraiment que, vu qu'on va être dans un monde encore plus bavard, qu'on arrive à se démarquer. Donc d'où l'importance du branding. En plus de ça, c'est que ce qui se passe de notre côté, pas des marques, mais de côté des agences ou des créateurs, c'est que, grosso modo, les talents quittent les gros navires, les grosses agences. Les talents deviennent de plus en plus indépendants. Ils veulent une meilleure qualité de vie. Donc, ils se mettent à leur compte. Ils deviennent des artisans. C'est des studios, des choses comme ça. Donc, je pense que plus on va avancer dans le temps, les marques iront chercher de la créativité et des idées et de la singularité en faisant des collaborations avec des petits studios, avec des indépendants, avec vraiment des créateurs de tendances.
Et les grandes agences, eh ben, ça va être des grandes agences d'ex-G qui sont capables de délivrer des gros projets, qui sont capables de décliner des immenses projets, mais on n'ira pas chercher la créativité dans des grandes agences. C'est les petits studios qui vont créer les tendances, grosso modo, je pense, hein, et les gros qui vont suivre. D'accord. Donc en fait, comme tu dis, d'après toi, les grosses agences de branding, etc., elles vont devenir plus comme des rassembleurs en fait d'équipes ou qu'elles seront là pour monter des équipes pour travailler sur un gros projet, c'est ça? Non, en fait, ouais, les grosses agences, elles ont des grosses équipes, donc elles vont pouvoir répondre à des gros projets, des projets aussi de grande complexité. Mais du coup, elles vont surtout s'adresser à des marques du CAC 40, etc., qui s'adressent à une audience plus financière, à des actionnaires, etc. Donc ça va être des marques un peu moins sexy, en fait, et moins créatrices. Donc, elles vont pouvoir créer des identités, des marques fortes, intelligentes, sur 10 000 points de contact qu'il faut délivrer. Donc elles ont une grande capacité d'exécution et de déclinaison, ce que n'ont pas les petits studios parce qu'ils sont petits. Et par contre, les petits, eux, ils ont la créativité. Et c'est eux qui vont être créateurs de tendances. Et ces tendances-là, derrière, elles vont être suivies par les grosses agences qui vont les décliner un peu partout. D'accord, ok. Et d'après le cheminement de votre agence, est-ce que c'est peut-être votre volonté justement de rester un petit studio ou alors plutôt vous voulez vous développer pour devenir une grande agence? Non, nous, c'est important d'être... Avant, j'étais cofondateur d'une agence plus grosse aussi. Et au final, moi, je passais mon temps à résoudre des problèmes, à faire du newbies, à séduire, et à essayer de signer des deals et à faire du management. Donc là, avec Gilbert Wilson, nous, on est des directeurs artistiques. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de faire quand même ce qu'on aime. On est des passionnés, quoi, de typographie, de graphisme, etc. Donc, je veux que dans mon métier, ça soit la part la plus importante, la création. Donc, c'est une vraie volonté de rester assez petit. Et après, ce qui se passe aussi parfois, c'est que certaines grosses agences nous appellent pour notre créativité. Donc, on a collaboré avec des BETC sur des campagnes en Chine, sur autres, pour une créativité vraiment particulière. En fait, la force de ces grandes agences aussi, c'est de s'ouvrir. Il y a un autre exemple, c'était celle de Babel qui avait collaboré avec H5 pour faire le rebranding de Aéroport de Paris, donc les logos de Charles de Gaulle, etc. Et ça, c'est des collaborations intelligentes, je pense, entre petits et gros. D'accord, ok. Donc là, maintenant, nous arrivons à la fin de cette interview, Jonathan. Je voudrais te laisser en fait le mot de la fin. Le mot de la fin, écoutez, je sais, soyez heureux. Et pensez UX, c'est sûr, mais aussi pensez la marque qu'elle doit être un peu UX. Et puis après, j'ai envie de remercier vraiment chaleureusement Laurent de m'avoir invité à faire cette interview. Eh bien, merci à toi et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine interview. Merci, au revoir. Au revoir. J'espère qu'à travers cet épisode, vous avez appris certaines choses et que vous vous direz la prochaine fois que l'UX design peut aussi influencer le branding des marques. Dans la description de cet épisode, vous y trouverez le lien pour vous abonner et ainsi devenir un membre exclusif de Design Plus Premium. Vous y trouverez aussi les 2 références que Jonathan a citées et bien sûr, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez le contacter sur LinkedIn. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, alors partagez-le autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Enfin, pour ne pas rater les prochains épisodes inédits et les nouveautés durant cet été, alors pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Design Plus. Salut!
Design Plus. Design Plus.